ce système rénine-angiotensine-aldostérone, SRAA, SRA, on dit beaucoup SRA, SRA bloqueur. Mais SRAA, c'est mieux. Pourquoi? Parce que le dernier A, c'est aldostérone. Et vous allez comprendre toute la cascade. Donc j'espère que vous aimez un petit peu la physiologie, la biochimie, parce que on comprend mieux comme ça. Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est comprendre le rôle du SRAA dans deux physiopathologies, dans deux maladies. Un, l'hypertension artérielle, deux, l'insuffisance cardiaque. Deux maladies majeures. L'hypertension artérielle, c'est 15 millions de Français. L'insuffisance cardiaque, c'est 1 million de Français. Donc vous voyez, c'est des très très grandes fréquences de pathologies cardiovasculaires qu'un médecin généraliste voit. On se place toujours du point de vue du médecin généraliste que vous serez. Comprendre le rôle du SRAA pour raisonner sur les effets pharmacologiques des médicaments bloqueurs de ce système, et il y en a 4. On va les voir les uns après les autres, mais je vais beaucoup insister sur les premiers. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on dit IEC. On devrait dire IECA, inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1 en 2, mais on dit IEC parce que ça va plus vite, parce qu'il y a d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion pour d'autres peptides. Les antagonistes de l'angiotensine 2, on les appelle ARA2. Retenez bien ces sigles, ça va beaucoup plus vite dans la prise de notes, mais enfin, de toute façon, vous avez tout ça disponible. On les appelle aussi zartans, parce que c'est le suffixe des dénominations communes internationales, losartan, irbesartan, etc. Les inhibiteurs de la rénine, on a un seul représentant de la classe, et les antagonistes de l'aldostérone, on en a quelques-uns seulement. Donc comprendre le rôle du SRAA pour raisonner sur les effets pharmacologiques et mémoriser leurs effets indésirables, leurs contre-indications, leurs interactions médicamenteuses. On est vraiment dans de la prévention de ce qu'on appelle la iatrogénie. Qu'est-ce que c'est que la iatrogénie? Eh bien, c'est toutes les complications liées aux médicaments. Et c'est assez facile à retenir parce que c'est mécanistique, en pharmacologie cardiovasculaire tout au moins. Voilà pourquoi on rentre un peu dans ce détail-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi le SRAA et puis cet après-midi le SNA, système nerveux autonome, pour vous parler de ces médicaments? Eh bien parce qu'ils sont entièrement transversaux à quantité de pathologies. Parce que aussi, on a fait des progrès absolument considérables au cours de ces 30 dernières années. Moi, j'ai eu une chance folle comme médecin, étudiant, médecin, prof, chercheur, de vivre ça. Et vous, j'espère que vous vivrez quelques grandes révolutions médicamenteuses comme ça, parce que ça a été une révolution pharmacologique. Pourquoi est-ce qu'on s'est tellement intéressé à ce système-là? Parce qu'il est impliqué dans des maladies très fréquentes, je vous ai dit, deux majeures, hypertension artérielle, 15 millions de personnes en France, deux, l'insuffisance cardiaque, 1 million de personnes globalement, trois, une maladie beaucoup plus rare, ce qu'on appelle la néphropathie diabétique, néphropathie, c'est-à-dire la maladie rénale, du patient diabétique, et le plus souvent, c'est du diabète de type 1. Et vous verrez, vous pouvez déjà noter en petite astérix, on différencie bien diabète de type 1, diabète de type 2, parce que ceux qui font la néphropathie diabétique sont les diabètes de type 1. Ces progrès ont permis la découverte de 3 nouvelles classes pharmacologiques au cours des 30 dernières années. Vous voyez tout de suite que j'ai oublié la dernière, les anti-aldostérones. On les verra, mais ils étaient connus depuis plus longtemps. Premièrement, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, on en a déjà parlé. 11 molécules commercialisées. 11, c'est énorme. Il n'y aurait jamais eu autant de molécules différentes s'il n'y avait pas eu 15 millions d'hypertendus en France. Pourquoi? Parce que l'industrie pharmaceutique, ça n'est pas de la philanthropie, c'est une industrie qui a besoin d'un retour sur investissement et qui cherche des parts de marché, entre guillemets. En France, dans le monde, il y a 1 milliard d'hypertendus. 1 milliard d'hypertendus, tous les pays ne sont pas solvables et tous les pays n'ont pas forcément l'argent pour traiter, mais ça fait courir beaucoup d'industriels pour développer des molécules et les vendre. Cette molécule, pour les antagonistes des récepteurs,
on les appelle AT1, vous verrez, mais vous avez peut-être déjà des notions. 7 molécules commercialisées pour les récepteurs AT1 de l'angiotensine 2. Première AMM en 1995. Vous savez ce que c'est que l'AMM? Autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire, on dit première molécule, première AMM, c'est là où toute l'histoire commence, dans la commercialisation d'un médicament. Première molécule, première AMM 1984, c'était donc il y a 30 ans, 33. Donc c'est relativement récent quand même. Alors vous allez me dire, ce n'est pas du tout récent par rapport à tous les nouveaux médicaments du cancer, c'est vrai, mais c'est récent par rapport à beaucoup de médicaments en psychiatrie où on utilise des médicaments déjà découverts dans les années 50-60. Donc 10 ans plus tard, on trouve à nouveau on trouve une nouvelle classe, ces antagonistes des récepteurs AT1, et puis 10 ans plus tard, on trouve les inhibiteurs de l'arénine. Alors quand je dis on trouve, ce n'est pas vrai. C'est qu'on commercialise la première molécule, on appelle ça le chef de file, retenez bien tous ces noms, hein, le chef de file d'une classe pharmacologique. Ne confondez pas la classe pharmacologique et la classe thérapeutique. La classe thérapeutique, c'est les antihypertenseurs. La classe thérapeutique, c'est les médicaments de l'insuffisance cardiaque. La classe pharmacologique, c'est au sein des antihypertenseurs, les IEC ou les ARA2. Et au sein de chaque classe, on a toujours un chef de file. Le chef de file, c'est le premier médicament commercialisé ou celui qui a l'AMM la plus ancienne. Et ça en dit long, et vous verrez, je vous donnerai quelques exemples sur toutes les améliorations qu'on a réussi à faire pour rendre ces molécules plus efficaces et mieux tolérées. Donc les inhibiteurs de l'arénine, vous voyez, on a une seule molécule et qui a été commercialisée il y a une dizaine d'années. Alors, les indications, on y revient, je vous en ai déjà présenté 3. 1, l'hypertension artérielle, 2, l'insuffisance cardiaque congestive, 3, c'est le numéro 4 ici, la néphropathie diabétique de type 1, diabète de type 1, avec protéinurie. Donc, ce n'est pas simplement une diminution de la filtration glomérulaire, c'est l'apparition d'une protéinurie. Ce n'est pas simplement une microalbuminurie, hein, c'est vraiment une protéinurie. Et puis, on va passer juste en dessous pour que vous compreniez bien la différence. Prévention des complications rénales chez le diabète de type 2. Les diabétiques de type 2 font moins de complications et moins vite que les diabétiques de type 1, mais ils peuvent abîmer leur rein. Et très vite, quand on diagnostique un diabétique de type 2, on lui donne un IEC à type de prévention. Donc, vous voyez, dans la néphropathie diabétique, elle est avérée. Alors, dans la néphropathie diabétique de type 1, elle est avérée, alors que dans la néphropathie diabétique de type 2, on la prévient. Et ça m'amène au point 3, prévention des complications cardiovasculaires chez les sujets à haut risque cardiovasculaire, en particulier coronarien diabétique. C'est-à-dire que là, vous voyez une deuxième notion qui est la prévention. Ce sont des médicaments de prévention de complications. Et vous verrez que tout notre objectif dans l'hypertension artérielle, moi c'est ma spécialité comme cardiologue traitant, c'est l'hypertension artérielle compliquée, c'est traiter des gens, faire baisser la pression artérielle pendant suffisamment d'années pour prévenir les complications. Et puis vous avez une sixième indication, qui est l'acide de l'insuffisance cardiaque et de la cirrhose. Et là, c'est typiquement des anti-aldostérone. Donc on en reparlera tout à l'heure. Donc encore une fois, chaque fois que vous apprenez quelque chose, dites-vous, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est le plus important? Et hiérarchisez toujours les mécanismes d'action, les indications, l'utilisation dans une classe pharmacologique. La hiérarchisation, au moment où vous apprenez, au moment où vous réfléchissez, ça aide énormément. C'est ce que vous a dit ma collègue tout à l'heure. À quoi pensez-vous tout de suite? Ben c'est ça, c'est une forme de hiérarchisation. Donc là, la hiérarchisation, c'est évidemment l'hypertension artérielle. Pourquoi? Ben parce que c'est les plus nombreux en France. Et puis évidemment les insuffisances cardiaques. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins nombreux que les hypertendus, mais c'est une maladie beaucoup plus grave, etc., etc.